Bienvenue à vous dans ce journal. Les titres, c'est dans une poignée de secondes. Un ingénieur gravement brûlé, 5 machines parties en fumée. C'est le bilan de ce grave incendie à l'usine d'exploitation de gaz Forteza de Gadiaga. L'origine, un des 11 points de gaz a explosé. Un reportage ou un compte-rendu à suivre dans ce journal. Coronavirus au Sénégal, une tendance haussière qui continue sa progression. 4 nouveaux décès, 111 nouvelles contaminations enregistrées et pourtant difficile pour les citoyens de respecter les gestes barrières. À Diourbel, des opérations de contrôle sont effectuées dans la région, des cérémonies familiales dispersées. Le directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé, Dr Ousmane Gueye, rappelle à l'ordre. Vous l'entendrez dans ce journal mis en onde par Pape Abdoulaye ou plutôt Aline Badara Sossé. Aïssatou Gueye-Ba. Je vous le disais en titre, après le grave incendie à Forteza, une usine d'exploitation de gaz à Noto, un ingénieur est gravement brûlé, 5 machines consumées. L'origine, un puits de gaz en phase de test a pris feu, une situation pas du goût de l'autorité municipale qui appelle l'État à réagir. Babacar Sow revient sur le film du drame. Grave incendie à Forteza, une usine d'exploitation de gaz à Ngadiaga, un village dans la commune de Notto-Gouye-Diama à Tivaouane département. Des dégâts matériels importants, 5 machines, une grue partie en fumée et un ingénieur gravement brûlé alors qu'il tentait de débrancher le groupe électrogène. À l'origine de ce grave incendie, un des 11 puits de gaz a explosé dans l'usine, créant une grosse frayeur dans la zone. L'arrivée des sapeurs-pompiers de Tivaouane et de Thiès n'y ont rien fait, les moyens logistiques et matériels n'ayant pas suivi. Un feu qui a fini de se propager dans tout le périmètre de l'usine. Magueye Ndiaye, maire de la commune de Notto-Gouye-Diama, contre la présence de cette usine à Ngadiaga. Un puits qui était en phase de test au niveau de Ngadiaga a pris le feu. Depuis 4 heures de temps, nous n'avons pas les moyens d'éteindre le feu. Aujourd'hui, ce problème a été alerté depuis longtemps par les populations de Ngadiaga, par la collectivité locale. J'ai dit tout le temps dire que l'usine de Ngadiaga est dans une zone d'insécurité. Et aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison. Les populations ont marché, les populations ont fait tout ce qu'ils pouvaient de leur capacité pour arrêter l'État, pour arrêter le danger qui était là. Aujourd'hui, à notre grande surprise, un puits qui a été en phase de test a pris le feu. Depuis 4 heures de temps, on n'a pas les moyens de l'éteindre. Et aujourd'hui, les sapeurs-pompiers sont là, la gendarmerie est là, mais on est en train que de regarder le danger. Et j'interpelle aujourd'hui le président Macky Sall de créer une situation de rencontre entre Petrosen, Forteza, la commune et le village de Ngadiaga. Et jusqu'aux environs de 16 heures, le feu n'était pas encore circonscrit, une situation pas du goût du maire de Notto-Gouye-Diama, Magueye Ndiaye, qui appelle l'État sénégalais à déployer les gros moyens au niveau des usines d'exploitation de gaz ou de pétrole pour vite réagir en de pareilles circonstances. Tivaouane, Babacar Sow depuis Notto-Gouye-Diama pour Sud FM. Sud FM, l'info, c'est ici. Parlons santé à présent, 4 nouveaux décès et 111 nouvelles contaminations, dont 68 issus de la transmission communautaire à Mour, Saint-Louis, Matam, Touba, Bignona ont été enregistrés. 25 cas graves pris en charge. Aujourd'hui, 815 patients sont sous traitement. Le point avec le directeur de la prévention, Dr Elhadji Mamadou Ndiaye, au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 1819 tests réalisés, 111 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,10%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 43 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons eu 68 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. Nous avons 7 à Mbour, Dakar Plateau 5, Richard Toll 5, Touba 5, Louga 3, Parcelles Assainies 3, Saint-Louis 3. Nous avons 2 à Diourbel, à Koki, à Liberté 6, au Mamel, et Mariste, Matam, Mermoz, Ouakam, Point E et Sacré-Cœur 2. Nous avons 1 à Bignona, Darou Mousti, Fan, Fatick, Grand Yoff, Guédiawaye, Kaolack, Liberté 5, Ngor, Nioro, Nord Foire, Ouest Foire, Patte d'Oie, Pout, Rufisque, Scat Urbam. 44 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 25 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 décès ont été enregistrés
ce vendredi 18 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 17 670 cas ont été déclarés positifs, dont 16 493 guéris, 361 décédés et donc 815 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services. Plusieurs cas de Covid-19 enregistrés. Pourtant, à Diourbel, où le respect des mesures barrières pose problème, des opérations de contrôle sont effectuées dans la région. Des cérémonies familiales sont dispersées pour tenter de freiner la chaîne de la propagation. Adama Ndiaye. La région de Diourbel est l'une des plus touchées de la pandémie de la Covid-19. C'est la raison pour laquelle les autorités administratives et sécuritaires sont en train d'appliquer les nouvelles mesures prises par le chef de l'État pour circonscrire la deuxième vague de propagation du virus. Ainsi, des opérations de rafle sont souvent organisées pour imposer le port du masque aux populations. Les contrevenants payent des amendes qui sont versées au trésor public. Les forces de sécurité n'hésitent pas à arrêter des cérémonies familiales organisées dans la commune. Toutefois, certaines populations continuent à ne pas respecter les mesures barrières, notamment le port du masque. Pour rappel, le premier cas de la Covid-19 a été enregistré au niveau du district de Touba. Diourbel Sud FM, Adama Ndiaye. Adama Ndiaye, pour lutter contre cette seconde vague, le directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé, Dr Ousmane Gueye, est convaincu que si toutes les mesures barrières édictées par les autorités sont appliquées à la lettre et que si les patients se rendent dans les structures sanitaires dès l'apparition des premiers signes, le Sénégal pourrait éviter les cas graves et venir à bout de la Covid-19. Dr Ousmane Gueye est avec Rapsey Limanouane. Permettez-moi d'abord de rappeler effectivement qu'aujourd'hui, nous avons une tendance à la hausse des cas de contamination qu'il faut très bien apprécier parce que en fait, il faut savoir que effectivement, nous sommes aujourd'hui avec des chiffres qui sont élevés. Au moment où, au mois de mars, avril, mai, on avait vraiment cette psychose avec des chiffres élevés. Aujourd'hui également, il faudra comprendre que ces chiffres reviennent. Ça, c'est important de l'apprécier. C'est la raison pour laquelle les autorités administratives et sanitaires ont pris un certain nombre de mesures. Mais ces mesures, il faudrait dire qu'il n'y a pas de nouveau. C'est-à-dire, aujourd'hui, il s'agit tout simplement d'appliquer et de veiller également à l'application de ces mesures. Il s'agit effectivement d'éviter les rassemblements dans les lieux publics qui est interdit, mais également le contrôle dans le transport, parce que quand même l'arrêté qui est là en vigueur ne permettait pas effectivement ce que nous constatons aujourd'hui, c'est-à-dire les passagers sans masque avec un nombre débordant dans les cas de transport. Je pense que quand même ça c'est interdit. Le port de masque est obligatoire dans notre pays. Je pense que ça c'est des mesures fortes qu'il faudra effectivement aujourd'hui appliquer et à un certain moment évaluer, voir ce que ça apporte. Je pense que ça c'est fondamental. Et c'est la même occasion de vous dire que aujourd'hui dans toutes les régions, pratiquement le test Covid est fait. Je pense que s'il y a le respect de ces mesures, avec principalement un recours précoce aux soins, on peut s'attendre effectivement à une diminution de la contamination, on peut s'attendre également à une diminution des cas graves. Je pense que ça c'est fondamental. Dr Ousmane Gueye qui sera notre invité à la fin de cette édition. Et puis les sportifs, en tout cas les sportifs s'y mettent déjà. Le championnat reprend le 2 janvier prochain, mais les matchs vont se jouer à huis clos. Seules 90 personnes sont autorisées à rentrer au stade avec un dispositif sanitaire à l'entrée. Les bancs de touche et les vestiaires désinfectés. La Fédération sénégalaise de football a mis en place une cellule pour l'application des mesures. Le président de la commission médicale de la Fédération sénégalaise de football charge cette cellule. Docteur Ababakar Sadir Ngom est avec Elhaj Malik Ndiaye. Tous les matchs seront à huis clos, donc le taux de remplissage des stades sera très limité à 90 personnes au maximum parce que chaque équipe va amener 30 éléments par équipe, donc ce sera 60. Il y aura maximum 15 officiels, plus maximum 15 journalistes. Cela se fera pour n'importe quel match, il n'y aura que 90 personnes. Et ces 90 personnes-là pourront être contrôlées. Et s'il y a, par exemple, parmi ces 90 personnes, au niveau de la porte d'entrée du stade, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui a une fièvre ou un rhume ou un truc, il sera isolé et il sera testé.
et ça nous permettra effectivement de ne pas avoir un élément qui est douteux au cours de ces matchs et ce qui nous permettra de faire des compétitions très propres à la Covid-19. Docteur, et qu'en est-il des tests Covid? Au Sénégal, il n'y a pas de dépistage pour la Covid-19, donc également nous avons adopté cette stratégie-là. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous accueillons toute personne qui va venir au stade, qui sera soumise à un examen pratiquement primaire et au terme place. Donc, quand il va rentrer dans le stade, c'est une personne qui n'a pratiquement pas de signes cliniques. Ok? Mais si on soupçonne chez quelqu'un qu'il a des signes cliniques ou bien une température un peu élevée par rapport à la Covid, nous allons l'isoler parce que il est prévu d'avoir dans chaque stade également une pièce pour l'isolement électrique. Mais le ministère de la Santé, par le poste de santé le plus proche qui accueille en tout cas qui abrite le stade, sera informé pour venir effectivement faire le prélèvement au niveau de cette personne-là et on fera un test Covid à cette personne. Donc il n'y a pas de test massif, mais il y aura des tests à chaque fois qu'on a une personne qui est suspecte. Deux phénomènes d'actualité, coronavirus et immigration clandestine à Ziguinchor. Des chefs religieux se mobilisent contre la deuxième vague de contamination du coronavirus et contre l'immigration clandestine. L'imam de la grande mosquée de Boukoult réclame plus de moyens face à la maladie, plus de sanctions contre les organisations des voyages clandestins. Le guide religieux a plongé dans la politologue. Il a mobilisé hier à Ziguinchor, Ignace Ney. Ziguinchor n'est pas encore très touché par cette deuxième vague de contamination à la Covid-19, mais certains imams ici à Ziguinchor se mobilisent déjà pour faire face à cette lutte contre le coronavirus. L'imam de la grande mosquée de Boukout, Cheikh Alioune Sow, qui a mobilisé hier ses fidèles au quartier Boukout à Ziguinchor pour enclencher sa campagne de sensibilisation. Cheikh Alioune Sow, Khalif El Hadji Boubacar Sow. La maladie a augmenté ici au Sénégal par rapport aux 2 mois derrière. On pensait que la maladie était finie, mais il est revenu en force. Et que ça, c'est la réalité. Donc j'exhorte les imams, les professeurs d'école et tout, de prendre des mesures barrières, à respecter les mesures barrières. Les gens qui peuvent sensibiliser, comme les imams, le président doit les aider, les donner des moyens pour qu'ils puissent faire leur travail sur le terrain, parce que c'est eux qui sont plus proches que les populations. Je suis prêt à accompagner, à sensibiliser tous les imams et tous les leaders d'opinion de faire le travail sur le terrain. Il ne faut pas attendre qu'on ait 1000 cas pour se lever. Il faut se lever dès maintenant. Évoquant également la question de l'immigration clandestine, l'imam dresse un réquisitoire contre les convoyeurs et sa sentence est claire. Il faut punir les acteurs, les convoyeurs qui amènent les enfants. C'est eux, les fautifs, c'est eux. C'est pas l'État. C'est pas l'État qui fait des pirogues et dit à les enfants, venez traverser par là. C'est les convoyeurs, c'est nous entre nous. Il faut les chercher et les punir, c'est tout. Mais c'est parce que ce qu'ils font, c'est anormal. Il faut gagner de l'argent autrement, mais pas prendre les enfants et les amener dans les pirogues pour aller mourir dans la mer. C'est pas sérieux. De la sensibilisation sur la lutte contre le coronavirus à l'immigration clandestine, le leader d'opinion a également glissé sur l'actualité politique. Mais à la question de savoir, doit-il exhiber ses convictions politiques, Imam Cheikh Alioune Sow précise. Oui. Dans l'islam, c'est pas interdit. Je suis un politicien, je suis de la paix. Je soutiens le président de la République. Je soutiens le président de la République pour l'intérêt de la population. Moi, je suis derrière la population. Message on ne peut plus clair de l'imam de la grande mosquée de Boukout, Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Ignace Ndeye, la corruption, un fléau qui gangrène beaucoup d'États. Cette pratique malsaine fragilise le secteur économique et déstabilise le fondement des institutions démocratiques. Elle doit être combattue dans tous les domaines. Suivant à ce propos, Imam Maktar Ndiaye de la grande mosquée de Liberté 6 Nord qui nous rappelle, ou plutôt qui nous parle de la corruption au regard de l'islam. Il est joint par Ndaye Mariam Ndiaye. La corruption est une pratique malsaine, destructrice qui déstabilise les fondements de la morale humaine. C'est une pratique extrêmement dangereuse vu les conséquences néfastes qu'elle présente. La corruption est devenue aujourd'hui une pratique monnaie courante dans nos États. Aucun secteur, il faut le dire, n'est pratiquement à l'abri de ce fléau. Sur le plan économique, la corruption fragilise et ruine l'économie d'un pays. Tout État où la corruption demeure la règle, cet État-là n'aura pas d'avenir et aura du mal à décoller sur le plan économique. La lutte contre la corruption est la base, si vous voulez, de tout développement. Donc, si nous voulons véritablement prétendre à l'émergence économique de nos États, bien entendu, il nous faut absolument combattre la corruption à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Sur le plan politique, la corruption attaque
si vous voulez, le fondement des institutions démocratiques, en faussant, bien entendu, les processus électoraux, en pervertissant l'état de droit et menant à des systèmes de gouvernance inefficaces. Sur le plan sécuritaire également, la corruption facilite les trafics de drogue et de personnes, ainsi que d'autres formes de criminalité organisée, ce qui rend notre monde plus instable et moins sûr. Et enfin, sur le plan sanitaire, toute personne qui se nourrit de l'argent issu de pratiques corruptives ne sera guère en parfaite bonne santé. Les éléments de la législation islamique ont jugé à l'unanimité que l'argent issu de la corruption est naturellement illicite. Par conséquent, on doit s'en abstenir, non seulement pour être en bonne santé, mais aussi et surtout pour se préserver du feu de l'enfer. Comme l'a dit le prophète Mohammed alayhi salam, kullu lahmin nabati min haram fannaru awla bih. Toute chair qui s'est nourrie par l'illicite, le feu de l'enfer va certes le dévorer. Nous devons savoir que l'argent illicite ou mal acquis, il est pire même qu'un poison, car il ronge froidement et silencieusement l'organisme de la personne. Et les docteurs de la législation islamique ont nettement démontré que la plupart des tumeurs qui existent aujourd'hui à travers le monde sont dues à la consommation de l'argent issu des pratiques corruptives. D'où l'urgence, n'est-ce pas, de lutter et de combattre la corruption à tous les niveaux et dans tous les secteurs d'activité. Bonne gouvernance et transparence dans les activités de pêche. Une nouvelle plateforme regroupe les acteurs non étatiques de la pêche artisanale. Cette structure regroupe 18 organisations avec pour objectif d'instaurer un dialogue constructif entre acteurs et autorités en charge du secteur. L'Union européenne appuie l'initiative. Moustapha Sall. Une plateforme des acteurs non étatiques de pêche artisanale et aquatique au Sénégal. L'objectif est d'instaurer le dialogue pour une bonne gouvernance de la pêche. Gaussou Gueye est le président de la plateforme en Afrique de l'Ouest. Tout simplement au profit de la pêche artisanale sénégalaise et de l'aquaculture et l'ensemble du peuple sénégalais. Parce que ça nous permettra de réunir l'ensemble des acteurs qui agissent dans le secteur, la société civile, les organisations professionnelles, l'ONG qui se trouvent autour d'une plateforme pour discuter sur les véritables défis et enjeux de la pêche et qui permettra l'autorité à avoir un interlocuteur. À mon avis, c'est extrêmement pertinent. Et je rappelle que c'est l'engagement des chefs d'État en 2014 pour qu'il y ait une plateforme des acteurs non étatiques au niveau continental, régional et national, et c'est ce qui se fait aujourd'hui. 18 organisations non étatiques réparties en collèges d'acteurs, d'organisations professionnelles de pêche artisanale, maritime et continentale se retrouvent dans cette entité. Une plateforme accompagnée par l'Union européenne. Irène Mangasson, ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal. Nous sommes très heureux de cet événement, attendu au Sénégal, parce que c'est un projet soutenu au niveau régional avec la CEDEAO par l'Union européenne, qui vise à établir dans tous les pays de la CEDEAO ces plateformes de dialogue et d'échange de toute la palette des professions, des professionnels des secteurs de la pêche et de l'aquaculture. L'idée est bien sûr la mise en réseau, la structuration d'un dialogue et de plateformes d'échange entre ces acteurs pour que leur voix porte plus loin et plus haut. Et nous pensons que c'est important dans le cadre du renforcement des acteurs de la pêche au Sénégal et ailleurs, mais en particulier au Sénégal. Le nouveau président de cette plateforme non étatique de pêche artisanale et aquatique au Sénégal, Samba Gueye, préconise une surveillance accrue des côtes sénégalaises pour une gestion durable de cette activité de pêche. Moustapha Sall Mbour, Sud FM. Moustapha Sall à Tambacounda et dans les autres régions, ils sont des milliers de femmes à entrer dans les bonnes grâce du projet inédit, inclusion numérique, épargne digitale, innovation technologique, mise en œuvre par l'ONG La Lumière en collaboration avec Oxfam et dans l'optique de promouvoir la richesse de chemin parcouru et tracé par Ibrahim Souri Diallo, le secrétaire exécutif de l'ONG La Lumière. Il répond à Boubacar Tamba. Les années 2000, La Lumière s'est intéressée à la qualité de la vie des femmes rurales. Et une analyse assez prospective nous a permis de savoir qu'elles étaient réduites aux tâches purement domestiques. Et en voulant changer leurs conditions, nous avons décidé en tout cas de porter ce programme que nous avons appelé « Épargner pour le changement ». Parce que parmi les analyses les plus pertinentes, c'était leur exclusion financière. On a dit, bon, comment il faut inclure ces femmes ? On s'est dit qu'il faut partir de leur capacité à mobiliser des ressources. Et tout le monde sait que c'est la tontine traditionnelle. Nous l'avons améliorée au point que les femmes ont commencé à créer des petits groupes et à travers ces groupes à faire de l'épargne du crédit, à faire de la solidarité, mais également à développer des activités génératrices de revenus. Ensuite, on a évalué ce programme, on s'est rendu compte que c'était une bonne chose. Elles sont déjà fédérées, elles savent maintenant que c'est par elles-mêmes qu'elles peuvent se développer. Mais comment est-ce qu'on pouvait assurer ce développement, d'autant plus que les activités génératrices de revenus qu'elles remenaient donc, étaient sans profit. On a introduit le module business.
Donc pour que dans tout ce qu'elles en vont entreprendre, qu'il y ait une dimension business, qu'il y ait une dimension revenu, qu'il y ait une dimension bénéfice. Ensuite, je dis, c'est très bien, mais maintenant, il faut qu'elles soient pleinement actives dans la société. Alors, on est allé vers un module qu'on a appelé la citoyenneté. Dorénavant, après l'accouchement, elles déclarent les enfants à la naissance, elles font les visites prénatales, elles trouvent toutes les pièces d'état civil, elles sont inscrites sur les listes de partis politiques, elles se battent pour être donc dans les zones éligibles des partis politiques pendant les élections, et maintenant elles sont présentes dans les instances de prise de décision. Maintenant, on a compris quand même que le monde a avancé et que beaucoup d'informations les échappent. Et qu'à partir de leur téléphone, on peut les aider effectivement à rattraper tout ce qui les échappe, à être beaucoup plus stratégiques dans ce qu'elles sont en train de faire. Et comme la base de l'intervention est fondée sur l'épargne et le crédit, et qu'aujourd'hui, il y a un problème de sécurité, on a dit, pourquoi ne pas les apprendre à épargner à partir de leur téléphone? Pourquoi ne pas les apprendre à faire du crédit à partir de leur téléphone? Pourquoi ne pas les apprendre à vendre à partir de leur téléphone? Pourquoi ne pas les apprendre à acheter à partir de leur téléphone? Et pourquoi ne pas les apprendre à contribuer au développement de la nation, à acquérir des compétences de vie courante à partir du téléphone? Et c'est pourquoi on a appelé INEDI, c'est inclusion numérique, épargne digitale et innovation technologique. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit du Dr Ousmane Gueye, directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé. Il revient sur le dispositif mis en place dans les CTE qui ont été réactivés suite à la hausse exponentielle des cas de Covid-19 dans le pays. Il répond aux questions de Rapsel Emmanuel. Docteur Ousmane Gueye, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé. Avec cette seconde vague de Covid-19 en cours dans notre pays, à quoi faut-il s'attendre avec le renforcement des mesures sanitaires prises pour lutter efficacement contre le Covid-19? Oui, merci beaucoup. Bon, permettez-moi d'abord, avant de dire à quoi s'attendre avec les mesures sanitaires, de rappeler effectivement qu'aujourd'hui, nous avons une tendance à la hausse des cas de contamination qu'il faut très bien apprécier parce que en fait il faut savoir que effectivement nous sommes aujourd'hui avec des chiffres qui sont élevés au moment où au mois de mars, avril, mai on avait vraiment cette psychose avec des chiffres élevés. Aujourd'hui également il faudra comprendre que ces chiffres reviennent. Ça c'est important de l'apprécier. C'est la raison pour laquelle les autorités administratives et sanitaires ont pris un certain nombre de mesures. Mais ces mesures, il faudrait dire qu'il n'y a pas de nouveau. C'est-à-dire, aujourd'hui, il s'agit tout simplement d'appliquer et de veiller également à l'application de ces mesures. Il s'agit effectivement d'éviter les rassemblements dans les lieux publics qui est interdit. Je pense que ça, c'est connu. On parle de terrain de sport, on parle de lieux publics, mais également le contrôle dans le transport. Parce que quand même, l'arrêté qui est là en vigueur ne permettait pas effectivement ce que nous constatons aujourd'hui, c'est-à-dire les passagers sans masque, les passagers avec un nombre débordant dans les cars de transport. Je pense que quand même ça c'est interdit. Mais aussi dans tous les lieux publics, il est interdit quand même. Je dis pas dans la voie publique, mais le port de masque est obligatoire dans notre pays. Je pense que ça c'est des mesures fortes qu'il faudra effectivement aujourd'hui appliquer et à un certain moment évaluer, voir ce que ça apporte. Mais dans un premier temps, on peut dire que s'il y a une application stricte de ces mesures, on peut penser ou bien on peut espérer vraiment une diminution du nombre de transmissions, du nombre de cas dans la communauté. Je pense que ça c'est fondamental. Avec cette flambée des cas, les centres de traitement épidémiologique ont été réactivés. Pouvez-vous revenir sur le dispositif mis en place pour une bonne prise en charge des malades? On n'a jamais fermé pratiquement les centres de traitement. On a allégé le dispositif. Aujourd'hui, il s'agit de renforcer ce dispositif. Ce qui est en train de se faire, parce que je crois bien que la semaine dernière, tout le monde l'a constaté, l'a vu. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait le tour de certains centres de traitement au niveau de Dakar, tels que Fan, Dalal Jamm et Dantec. On a vu effectivement que les CTE sont déjà là, prêts avec un dispositif renforcé. Et je peux vous avouer et vous confirmer aujourd'hui que dans toutes les régions du Sénégal, tous les CTE sont fonctionnels et opérationnels. Et le dispositif a été renforcé. Et c'est la même occasion de vous dire qu'aujourd'hui, dans toutes les régions, pratiquement, le test Covid est fait au niveau de ces régions. Donc, je pense que s'il y a le respect de ces mesures,
avec principalement un recours précoce aux soins, on peut s'attendre aussi effectivement à une diminution de la contamination, on peut s'attendre également à une diminution des cas graves. La presse du jour fait état d'un déficit de lits dans certaines structures sanitaires. Vous confirmez? Déficit de lits, c'est lié à quel niveau? Pas au niveau des centres de traitement. Je crois bien que quand même tout le monde a constaté que depuis le début de cette pandémie, le Sénégal a mis en place une stratégie qui nous a permis quand même de prendre en charge correctement et sans faille tous les malades qui se présentent au niveau des structures hospitalières. Ça, je pense, c'est fondamental. Nous avons une stratégie qui est dynamique. On a la prise en charge à domicile. Nous avons la prise en charge extra-hospitalière. On a la prise en charge hospitalière. Et ceci nous permet, au niveau des structures hospitalières, de libérer constamment des lits pour les mettre à la disposition des malades Covid. Je pense que quand même à ce niveau, on ne peut pas parler de déficit. On n'a pas du tout de déficit en lits au niveau des structures hospitalières pour prendre en charge les malades de Covid-19. Docteur Ousmane Gueye, avez-vous une dernière recommandation à l'endroit des Sénégalais avec cette flambée de cas de Covid-19? Oui, la recommandation forte, comme vous dire, c'est le respect strict des mesures barrières. Aujourd'hui, il ne faut pas que les gens se trompent. La maladie est là et est en train de prendre une proportion inquiétante. Et le ministre de la Santé et de l'Action sociale l'a dit, la rigueur dans cette riposte est un impératif. Il faut que tous les Sénégalais s'y mettent, que tous les Sénégalais sachent qu'aujourd'hui, il nous faut un engagement citoyen fort pour faire face à cette maladie. On n'a pas encore de vaccin, nous avons les mesures barrières. Il faut que tous les Sénégalais respectent ces mesures barrières afin vraiment de sortir indemne de cette pandémie. FM vous remercie, Dr Ousmane Gueye. Je rappelle que vous êtes le directeur du Service national de l'éducation et de l'information pour la santé. Un ingénieur gravement brûlé, 5 machines parties en fumée, c'est le bilan de ce grave incendie à l'usine d'exploitation de gaz Forteza de Gadiaga. L'origine, un des 11 points de gaz a explosé. Coronavirus au Sénégal, une tendance haussière qui continue sa progression. 4 nouveaux décès, 111 nouvelles contaminations enregistrées et pourtant difficile pour les citoyens de respecter les gestes barrières. À Diourbel, des opérations de contrôle sont effectuées dans la région, des cérémonies familiales dispersées. Le directeur du Service national de l'éducation et de l'information pour la santé, Dr Ousmane Gueye, rappelle à l'ordre. Vous avez suivi ces directives dans ce journal. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Merci également à Alioune Badara Sossé qui en a assuré la mise en onde. Retrouvez Birama Ndiaye à 21h pour le prochain bulletin d'information en Wolof, bien entendu. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée à vous.